Bonjour, je suis anesthésiste en fait à l'hôpital Lariboisière à Paris et je remercie spécialement M. Neige et tout le comité d'organisation de ce congrès pour m'avoir invité pour vous parler de la prise en charge anesthésique et réanimatoire des parturientes présentant une anomalie d'insertion placentaire type accreta-percreta. Ça me touche d'autant que ça se fait dans mon pays d'origine. Alors, la prise en charge de ce type de pathologie va être différente selon si le diagnostic a été fait en anténatal, que ce soit un diagnostic échographique ou par IRM, ou si le diagnostic se fait en opératoire pendant l'accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Alors, pour les patientes chez qui le diagnostic est fait en anténatal, il y a une consultation pré-anesthésique qui est faite automatiquement dès l'évocation de la possibilité d'accrétisation, même si l'IRM ou l'échographie référent n'a pas eu lieu. Évidemment, ces examens vont être programmés et dans notre structure, on a mis en place une réunion multidisciplinaire qui va regrouper les différents intervenants, que ce soit les radiologues avec la radiologie interventionnelle, les obstétriciens et les anesthésistes, pour discuter des dossiers, établir une stratégie. Alors une fois que la stratégie est établie, nous revoyons ces patientes pour une deuxième consultation pré-anesthésique pour expliquer à la patiente la stratégie anesthésique qui a été choisie pour elle. Non, dans ce sens. Au départ, on est parti du principe que le risque de saignement était corrélé au type d'anomalie d'insertion placentaire. Tout au début de notre expérience, c'était des patientes qui bénéficiaient automatiquement d'anesthésie générale. Avec le temps, on a fini par faire les accrétas sous anesthésie périmédulaire, les percrétas sous anesthésie générale. Et depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, on essaye de passer toutes nos patientes sous anesthésie périmédulaire. Alors pour savoir, chez nous en tout cas, la stratégie chirurgicale est de faire une incision cutanée médiane sous-ombilicale qui peut être élargie en sus-ombilicale si c'est nécessaire. On effectue une échographie en péropératoire et une hystérotomie à distance de la zone d'insertion placentaire pour permettre l'extériorisation de cet utérus gravide, parce que c'est un certain volume quand même, l'incision est assez importante, et on pose une péridurale quand le diagnostic est confirmé, quand on a doute sur le fait que ce soit réellement un accréta en percréta, et que la décision est de faire une laparomédiane, on fait une péridurale en thoracique bas, généralement en T10, T11 ou T11, T12. Alors par contre, s'il n'y a pas de concordance entre les examens en prépartum, c'est-à-dire que les feux ne sont pas tous verts, l'écho peut dire oui, l'IRM non, ou inversement, donc on n'est pas tellement certain, on a plus l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'accréta, mais le doute subsiste. Ce qu'on fait, c'est que chirurgicalement, il rétrograde et on fait un Pfannenstiel qui est quand même, en termes de morbidité et de lourdeur post-opératoire, moindre. Par contre, nous, on reste sur un peu le même principe d'équipement, sauf qu'on pose à ce moment-là une péridurale plutôt en lombaire haut, L1, L2 ou L2, L3. Et vous pouvez voir comment on installe nos patientes. Donc nos patientes sont toutes munies d'un cathé de péridurale, que ce soit lombaire ou thoracique. Ils ont un cathé artériel et veineux en fémoral gauche. L'accès fémoral droit est réservé à l'embolisateur si jamais on doit avoir un recours à l'embolisation. Et la patiente est positionnée en double équipe avec un sac de recueil qui est glissé sous la patiente. Alors, le choix de l'anesthésie périmédulaire, ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. Il y a certaines situations, notamment, on a l'impression, et c'est un peu l'expérience de notre équipe, que les patientes qui sont, elles, césarisées en urgence, qui ont présenté des métrorragies, qui ont déjà des saignements préexistants à la chirurgie, sont des patientes qui sont à un risque majoré de saignement. Alors, il faut se poser la question de l'instabilité hémodynamique, une question sur l'hypovolémie, et souvent, à ce moment-là, le choix se fait quand même plus vers l'anesthésie générale par rapport à l'anesthésie périmédulaire.
Alors, il y a toute une stratégie à avoir pour préparer ces patientes-là. Il y a la banque du sang qui est alertée. On a une commande généralement de 6 kg 6 PFC qui est mise en route. Il y a une carte de groupe qui est éditée avec des agglutinines régulières à jour. La patiente est dotée d'une voire 2 voies périphériques de gros calibre. On met d'office un quartier artériel pour avoir une mesure de pression invasive et ça va aussi nous permettre de pouvoir faire tous les prélèvements si nécessaire. Il y a un cathé fémoral central qui va permettre, si nécessaire, l'introduction assez rapidement de vasopresseurs. Si la patiente est sous anesthésie générale et qu'elle présente une instabilité hémodynamique, on va pouvoir mettre en place une mesure du débit cardiaque. Il faut bien sûr avoir toutes les catécholamines à disposition, vérifier la disponibilité de l'Hexacil et surtout du Nevo7 auprès de la pharmacie. Et en tout cas, dans notre équipe, on n'a pas l'expérience de l'occlusion artérielle temporaire. C'est discuté dans la littérature. Quand par contre, le diagnostic se fait de façon fortuite, que ce soit par voie basse ou en paire césarienne, le risque hémorragique est vraiment majeur. C'est quelque chose auquel on ne s'est pas réellement préparé. Il va falloir faire face à on va dire une hémorragie inopinée. Surtout en paire césarienne, si jamais l'incision a été faite en transplacentaire. Alors, il faut de nouveau munir la patiente d'abord veineux de gros calibre, tout de suite poser une pression artérielle invasive, penser au remplissage, à la transfusion, mettre en route les vasopresseurs, ne pas hésiter à débuter le sulprostone si l'hémorragie persiste, introduire l'Hexacil. On verra à la place du Nevo7, elle vient vraiment loin derrière. Et si jamais il y a une instabilité hémodynamique, quelle que soit l'analgésie qui est prodiguée par la péridurale, il va falloir convertir en anesthésie générale. Pourquoi? Parce que voilà ce que ça peut être, une découverte fortuite péropératoire. Ça peut aller très vite. Ça peut être une hémorragie cataclysmique. On voit que c'est une césarienne au départ qui démarre sous rachis-anesthésie, césarienne, on va dire lambda, ok, un utérus cicatriciel, mais pour lequel il n'y a pas vraiment eu de discussion de possibilité d'accrétisation ou pas. Assez rapidement, après la sortie du bébé, on est déjà à 1,5 litre de perte sanguine. Malgré les renforts mis en place, qu'ils soient chirurgicaux ou anesthésiques, les différentes stratégies de capitonnage, de ligature et même d'hystérectomie, on voit que la patiente, elle finit quand même avec 7 litres de perte sanguine. Et donc, pour pouvoir faire face à une telle hémorragie qui n'est pas programmée, il faut mettre en place tout un système qui va permettre de faire face à ça. Alors chez nous, on a, pour des raisons de centre de référence d'hémorragie du postpartum, et maintenant ça nous sert aussi pour les cas d'hémorragie aussi due aux anomalies d'insertion placentaire, on a fait ce qu'on appelle un protocole de transfusion massive qu'on a mis en route, qui nous permet assez rapidement de pouvoir bénéficier un peu de tout. Il y a des renforts qui sont disponibles dans les minutes qui suivent. Il y a toute une réorganisation du bloc opératoire, parce qu'il faut savoir que la maternité est assez excentrée par rapport au bloc central, mais les renforts, c'est de là qu'ils vont venir, ainsi que de la réanimation. Il y a des accords qui sont pris avec la banque du sang, en France en tout cas, pour les demandes de produits sanguins labiles. Chaque type de produit est normalement demandé sur une demande séparés, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande pour les culots, une demande pour les PFC, une demande pour les plaquettes. À partir du moment où on déclenche le protocole de transfusion massive, c'est une demande unique. On peut mettre tout le type de produits sanguins labiles sur la même demande et ça facilite un peu le fait de les recevoir rapidement. Il y a le laboratoire qui est averti. Il suffit juste de dire qu'on déclenche le protocole de transfusion massive et tous les tubes qui vont arriver, tous les bilans vont être traités préférentiellement et en urgence par rapport à tous les autres bilans de l'hôpital. La pharmacie est aussi avertie. Il faut savoir que pour délivrer des médicaments, il y a tous des systèmes informatiques, il faut faire des demandes sur un logiciel, enfin tout ça tombe à l'eau, il suffit de téléphoner, on nous délivre automatiquement si on a besoin de fibrinogène, si on a besoin de Nevo7, tout est mis en route pour accélérer la prise en charge des patients. Et pour faire face à cette hémorragie, en fait, on a établi une réanimation hématologique avec plusieurs salves. On a déjà un dossier qui existe, dans lequel toutes les demandes de toutes les salves sont déjà pré-remplies. Il suffit juste de rajouter l'étiquette du patient et ça peut partir. Idem pour les bilans biologiques. Tous les tubes sont déjà prêts dans des sachets correspondant à chaque fois à chaque salve.
avec tous les bons qui sont déjà pré-remplis, signés. Généralement, c'est le nom du responsable de la maternité qui est dessus. On ne cherche pas, c'est pas un problème qui a prescrit. Le tout, c'est d'aller très vite. On n'attend jamais le résultat du bilan biologique pour continuer notre réanimation hématologique. Donc la première salle va constituer à passer 4 kg, 4 PFC. Ça s'arrête, on inactive, on appelle, on dit c'est la fin du protocole de transfusion massive. Ça continue à saigner, on passe à une deuxième salve qui, elle, en plus des 4 kg, 4 PFC, va comprendre des plaquettes et du fibrinogène, aussi de l'hexacyle et du calcium, parce qu'on commence à transfuser quand même, on arrive déjà à 8 kg globulaires, et donc il faut substituer en calcium aussi. Ça s'arrête, c'est toujours la même chose, on inactive, sinon on continue. Les bilans partent, on ne les attend pas, on gère l'hémorragie au fur et à mesure, les résultats vont arriver, mais c'est toujours en retard par rapport aux salves qu'on va déclencher. Et donc la troisième salve, elle sera identique à la première. Il y a une quatrième salve. Et il faut savoir que si on en arrive à une hémorragie qui est non contrôlée et qu'on décide de passer du Novo-7, ça doit être toujours après une salve paire, parce que pour que le Novo-7 puisse agir, il faut qu'il y ait des facteurs de coagulation. Donc il faut avoir passé de la plaquette, il faut avoir passé du PFC pour espérer juguler cette hémorragie. Quand on est dans l'impasse transfusionnelle, chirurgicale, qu'elle soit ou radiologique, c'est le moment de chercher donc, le Novo-7 qui va être passé à une dose de 90 gamma-kilo. On ne cherche pas, des fois on se dit, bon, de toute façon il faut passer à peu près 5 mg, c'est ce qu'on commande et c'est ce qu'on passe. Pour tout ce qui est programmé, c'est beaucoup plus simple quand on fait une procédure avec une checklist pour pouvoir prendre en charge ces patientes. Donc on a une procédure avec une checklist chirurgicale. Je vous montre ici la checklist anesthésique qui va de la consultation, de la prise en charge de qui est le référent obstétrical pour la patiente, qui est le référent anesthésique, tout ce qui a été fait, la consultation, est-ce que tout, on a déjà averti, parce qu'on avertit la pharmacie, on avertit l'embolisation, on avertit la banque du sang qu'on va démarrer une procédure à CRETA, tout le monde est déjà au courant. C'est beaucoup plus simple à ce moment-là, quand il se passe quelque chose, de dire, voilà, on déclenche le protocole de transfusion massive parce que tout le monde est déjà au courant. Et puis il y a une checklist. Généralement, nous, les patientes, on les techniques en salle de réveil avant de passer au bloc opératoire. Ça nous permet de ne pas laisser le bloc opératoire inoccupé et de ne pas occuper juste le bloc pour techniquer, ce qui prend à peu près 1 heure pour bien préparer une patiente pour pouvoir après commencer la chirurgie. Alors ça, c'est l'expérience de notre équipe. Il y a quand même des RCP qui sont sortis en 2015 pour expliquer un peu la prise en charge anesthésique des placentas à CRETA dans le journal de gynécologie obstétrique et de biologie de la reproduction. En fait, il pointe quand même le doigt sur l'importance de la communication entre les obstétriciens et les anesthésistes. Il est important qu'à tout moment, on sache où on en est, comment ça va, parce que quand les choses vont mal, on n'a pas toujours le temps de passer la tête au-dessus du champ pour savoir où ça en est. Donc il faut communiquer tout le temps, il faut qu'on sache où on en est, aussi bien nous, où en sont les obstétriciens, et pour les obstétriciens, l'état hémodynamique de la patiente, et est-ce qu'on a commencé à introduire, est-ce qu'on a commencé à transfuser, est-ce qu'on a des vasopresseurs, enfin il faut qu'il y ait toujours une communication. Et cette prise en charge, quand elle est pluridisciplinaire, on se rend compte que ça va mieux, ça roule, il y a moins de complications, qu'elles soient de morbidité, de transfusion ou de reprise chirurgicale. Alors sur les RCP, il note l'importance de la consultation après anesthésique. C'est des patientes chez qui on va vérifier l'absence d'anémie, donc on va mesurer le taux d'hémoglobine, voir s'il y a une carence martiale, on mesure la ferritinémie et s'il faut, on substitue. Il faut essayer, pour les patientes qui vont avoir bien sûr un diagnostic en anténatal, essayer d'avoir l'hémoglobine la plus haute possible pour avoir une marge de sécurité la plus importante possible. On ne fait pas d'autotransfusion chez ces patientes. L'autotransfusion programmée, elle est réservée aux parturientes qui présentent un groupe sanguin rare. Mais ça, c'est une propriété des groupes sanguins rares en général, qu'ils aient ou pas d'anomalie d'insertion placentaire. C'est des patientes pour qui on programme toujours, quand on est dans l'impasse transfusionnelle, pour des patientes qui sont déjà immunisées et pour qui il y a 0 kg, c'est-à-dire qu'il n'y a que leur sang qui pourra leur être transfusé. C'est des patientes qui auront à ce moment-là une autotransfusion programmée. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est toute une programmation qui prend 1 mois et demi à faire. Dans les RCP, ils disent qu'il faut disposer de réchauffeurs
c'est important quand on fait une réanimation hématologique de garder une normothermie, parce qu'on sait bien que l'hypothermie va être délétère pour tout ce qui est coagulation. Il faut avoir un accélérateur de perfusion, ça va permettre de vite remplacer tout le sang que la patiente aura déjà perdu. On peut mettre en place des self-savers, c'est un peu controversé dans la littérature, mais il faut savoir qu'il faut le mettre après la délivrance, qu'il y a un filtrage des leucocytes, il n'y a vraiment pas de risque d'aluminisation ou d'embolie amniotique. C'est des patients pour qui il faut poser une pression invasive pour avoir une pression continue. Il faut avoir des bons abords veineux pour pouvoir assurer un remplissage assez rapidement. Et c'est des patientes pour qui les vasopresseurs doivent être à disponibilité. Alors sur le choix, par contre, de l'anesthésie, est-ce qu'il faut faire une anesthésie périmédulaire, est-ce qu'il faut faire une anesthésie générale? Il n'y a pas assez d'études pour trancher vers l'une ou vers l'autre. Alors ce qui est dit, c'est que si le risque hémodynamique il est majeur et ça a été identifié, il y a un accord professionnel pour dire qu'il vaut mieux faire une anesthésie générale. Maintenant, si on choisit une anesthésie périmédulaire, la rachianesthésie a une durée d'action qui est courte et limitée dans le temps. En plus, elle provoque un bloc sympathique qui est un peu plus brutal à l'installation. Ce n'est vraiment pas le choix à avoir pour ce type de patiente. Ce qu'on peut faire, c'est soit une anesthésie péridurale ou bien faire une anesthésie péri-rachis combinée, ce qui va permettre une installation, on va dire, plus rapide. Après, on fonctionne toujours de toute façon avec la péridurale. Il faut mettre tous les moyens, bien sûr, pour faire face à une hémorragie massive. Alors maintenant, si on fait un traitement conservateur, on peut se demander, on laisse le placenta en place, est-ce qu'il faut mettre des antibiotiques? Alors, il y a un accord pour dire qu'on peut. Nous, dans notre équipe, on n'en met pas, mais on peut faire par exemple de l'augmentin pendant 10 jours, surtout s'il y a eu une rupture prématurée des membranes. Il n'y a pas de travail qui s'appuie sur l'utilisation d'un Alador en l'absence de saignement. Il n'y a pas d'embolisation ni de ligature de façon systémique. Et l'utilisation d'ocytociques, de sulprostone et d'antibiotiques n'est pas recommandée de façon systématique. Alors juste deux mots pour vous dire que la prise en charge anesthésique et réanimatoire ne se limite pas à la période péropératoire ou post-opératoire immédiate, comme on pourrait le penser. Sur les patientes qui ont des traitements conservateurs, on assure un suivi. Ils sont revus par nos obstétriciens, par nos radiologues. Ils ont des échographies régulièrement. Ils ont des IRM pour voir un petit peu l'involution de la masse placentaire. Alors, je vais vous présenter juste deux cas. Le premier cas, c'est une patiente qui présentait un placenta percreta qui envahissait la vessie. Donc, en fait, c'est une patiente en plus qui a été césarisée en urgence pour des métrorragies à 36 semaines et 2 jours. Donc, c'est une patiente qui a été césarisée sous anesthésie générale. Ça s'est relativement bien passé. On a pour habitude que ces patientes ne retournent pas en chambre, mais partent soit en salle de réveil, soit dans une unité de soins continus ou en réanimation pour un suivi et une surveillance ne serait-ce que de 24 heures. Et bien, cette patiente, elle n'a pas échappé à ça. À J1, elle fait le choc hémorragique et donc elle est embolisée. Elle sort par contre, les suites sont assez simples, elle sort à J15 avec le suivi régulier qu'on a pour nos traitements conservateurs. Et à J65, donc on est vraiment à distance de la césarienne, elle fait une hémorragie aiguë, sans choc, mais avec une CIVD. Elle fait aussi d'autres complications, une septicémie, on lui découvre aussi à l'occasion de l'artério, un faux anévrisme de l'artère fémorale droite. Alors cette patiente, je ne sais pas si c'est lisible parce que c'est très petit, elle a bénéficié régulièrement, donc à J65, quand elle a commencé à saigner, de transfusions et essentiellement de PFC et de fibrinogène. Donc c'est quelque chose qu'on a dû recommencer. Elle ne saignait pas, mais on avait toujours un fibrinogène hyper bas, avec des facteurs de coagulation vraiment dans les chaussettes. Et on s'est posé la question, et c'est ce qui a un peu, et vous verrez dans le deuxième cas aussi, changé nous notre attitude. On a décidé en réanimation en fait d'introduire des petites doses d'énoxaparine, qui n'est pas, on peut dire, on est en train de transfuser, elle saigne, ils sont en train de mettre des anticoagulants. Le but de l'énoxaparine n'est en aucun cas d'avoir une anticoagulation préventive, c'est pour justement couper cette CIVD et empêcher, parce que ça c'est déjà arrivé, que des patientes décèdent de leur CIVD à cause de cette consommation des facteurs de coagulation. C'est une patiente qui à chaque fois a été embolisée et à chaque fois on ne s'en sortait pas. Et moyennant le blocage de cette CIV, on va dire CIV-L, parce qu'au départ c'est une CIV
qui est interne au niveau de la masse placentaire, eh ben, on est parvenu à pouvoir guérir cette patiente. Le deuxième cas, c'est une patiente qui a aussi un placenta percreta, chez qui on a laissé on a fait un traitement conservateur. On voit qu'à 3 mois, la masse placentaire n'a pratiquement pas fondu. C'est une patiente qu'on a suivie, qui est revenue, qui avait un bilan systématique. Et à 1 mois de son accouchement, on se retrouve dans un cas de CIVD biologique. Cette patiente ne saignait pas, absolument pas. Elle est revenue juste adressée parce que le laboratoire était affolé par les chiffres où on a un fibrinogène qui est presque à 0, tous les facteurs de coagulation qui sont hyper bas, sans saignement extériorisé, mais qui prouvent bien qu'il y a un problème de consommation de tous ces facteurs-là. Cette patiente-là présentait d'autres soucis, notamment de fatigue. On doit tourner un peu autour et on s'est dit qu'il y avait un problème cardiaque. Donc on part, ça c'est pour vous montrer qu'au niveau de l'embolisation, on voit que c'est toujours hyper vascularisé. Il y a un gros effet shunt, il y a un effet shunt qui est équivalent à une malformation, qui fait un shunt gauche-droit, qui a fini par surcharger le VD. Et en fait, avant l'embolisation, si vous regardez bien, alors je ne sais pas le pointeur. Alors, si on mesure ici la veine cave, on voit qu'elle est à 3 cm, c'est-à-dire qu'on a une veine cave qui est hyper dilatée, avec une oreillette droite qui est presque à plus de 25. Là, ici, on a une oreillette droite qui est hyper dilatée. On a discuté avec les radiologues, avec les obstétriciens. Le choix que j'ai fait pour cette patiente a été de la proposer à l'embolisation, en se disant que si on parvenait à limiter cet effet shunt, on allait pouvoir récupérer une fonction, pas en un jour, mais en quelques mois, une fonction cardiaque droite normale. Et c'est en effet, il nous a fallu 6 mois après l'embolisation pour retrouver une veine cave. C'est peut-être pas parlant parce que les images sont assez grandes, mais là, on passe de 3 cm de diamètre à 1 cm de diamètre qui est devenu un diamètre normal pour une veine cave, avec une veine cave qui est compliante, et on a une oreillette droite qui passe de 26 cm² à 14 cm², donc c'est quelque chose qui a vraiment régressé et qui a permis de guérir cette patiente. Pour la CIVD, on l'a aussi mis sous l'oxynoxaparine. L'idée est que, on en avait discuté avec le professeur Drouet, à cause de la nécrose placentaire, il y a à chaque fois des nécroses et une activation du facteur tissulaire. Et cette activation du facteur tissulaire, à chaque fois, va faire en sorte qu'on va consommer tous nos facteurs de coagulation. Et le fait de bloquer à ce niveau-là la cascade de coagulation permet qu'il n'y ait pas une transformation de CIVL en CIVD et les patientes s'en sortent avec juste la contrainte, on va dire, d'avoir une anticoagulation préventive tant que le placenta est en place. Donc c'est quelque chose qui garde pendant des mois, des mois, des mois et des mois, mais ça nous permet en tout cas de ne plus se retrouver dans ces cas de CIVD. Juste pour conclure, l'anomalie d'insertion placentaire, on sait bien, elle expose la parturiente à un risque hémorragique qui est augmenté. Il faut tant que possible privilégier l'ALR. Ça permet aussi une communication avec la patiente. Ça permet de l'informer parce qu'il y a toujours le doute, mais la certitude, on l'a une fois que le patient est né, de lui dire, voilà, oui, non, il est accréta, il ne l'est pas, on laisse en place, on hystérectomise, voilà, c'est une discussion qu'on peut avoir avec la patiente. C'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Le choix, évidemment, va revenir, même si tout a été staffé, à l'anesthésiste qui va la prendre en charge. Et notre prise en charge, elle ne se limitera pas au PEROP, mais aussi au suivi avec le reste de notre équipe. Alors, juste pour vous montrer, pour certains qui n'ont jamais vu de procédure accréta, un petit film qui va durer à peu près 2 minutes. Si jamais vous avez des questions, je suis à votre disposition. Par contre, on n'a pas le son. Enfin, la patiente est consciente, hein, on discute avec elle, on lui explique que l'enfant est en train de naître, on la félicite. Et pour une césarienne classique, l'enfant est né, c'est fini. Là, c'est là où les choses vont vraiment commencer, c'est là où il va falloir être présent. On leur explique que ce n'est pas la césarienne la plus intime de la Terre parce qu'il y a beaucoup de monde. L'équipe anesthésique et chirurgicale est doublée. Et une fois que l'enfant va naître, ils vont faire une traction douce. Ils vont aller un petit peu regarder l'utérus et faire une traction douce sur le cordon. Et si jamais il ne vient pas, on le laisse en place et on referme.
Bien, merci pour votre présentation.